Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h16. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité en ce mardi matin est Pierre-Yves Cadalin. Il est député LFI NFP de la 2e circonscription du Finistère. Alors, pour nos amis qui ne sont pas dans le Finistère, c'est la circonscription de Brest. Bonjour et bienvenue, Pierre-Yves Cadalin au micro de la matinale. Bonjour, merci beaucoup, meilleurs vœux à toutes et tous. Et meilleurs vœux, évidemment, c'est encore la saison. On va parler de politique. J'avais envie de commencer, avant de rentrer, si j'ose dire, dans le vif du sujet, par les 10 ans des attentats qui ont marqué la France et particulièrement qui se sont attaqués à la liberté de la presse, à savoir Charlie Hebdo. Aujourd'hui, je ne vais pas vous demander un bilan exhaustif, évidemment, Pierre-Yves Cadalin, mais aujourd'hui, est-ce qu'on a perdu en liberté de la presse et plus largement en liberté d'expression ? Bien, d'abord, je veux commencer par rendre hommage à la fois aux victimes, à leurs proches qui ont dû endurer pendant toutes ces années la souffrance, je sais, de perdre des proches, mais également de les perdre dans ces conditions qui sont absolument terribles. Et donc, je veux leur adresser une pensée solidaire, celle qui, je crois, vient de tout le pays aujourd'hui. Et le pays précisément qui défend, puisque il a été attaqué en ce point précis, qui défend les libertés en général, la liberté de la presse en particulier, qu'il ne faut jamais lâcher, jamais abandonner, qu'il faut toujours défendre, parce que c'est l'une des conditions fondamentales des libertés plus générales et de l'exercice de la vie citoyenne en République. Donc, effectivement, je crois que c'est important que le pays se rassemble autour de cette défense des libertés. Et je veux dire d'un mot, face au terrorisme, toujours, il nous faut répondre en défendant les libertés, pas en les supprimant. Et je crois que cela, c'est un principe d'action et un principe de réponse au terrorisme qui est le principe de la réponse démocratique au terrorisme. Et je crois qu'il est important de l'affirmer. Avec aujourd'hui une forme de résurgence du terrorisme, en tout cas sur les réseaux sociaux. On vous a vu vous exprimer d'ailleurs sur ces réseaux précisément autour de cette affaire des TikTokers algériens qui ont été arrêtés en France. Et ça s'est passé aussi à Brest, dans votre circonscription. Est-ce qu'il faut être vigilant aujourd'hui plus encore qu'avant ? Bien, il faut toujours être vigilant et faire en sorte de faire appliquer la loi. Tous les appels à la violence sont condamnables. Tous doivent être sanctionnés. Et d'ailleurs, vous savez, nous avons toujours combattu toute forme de violence et toute forme d'appel à la violence. Et donc, de ce point de vue-là, j'ai été effectivement très ferme en rappelant que la loi devait s'appliquer en l'espèce pour un influenceur qui se trouvait vivre à Brest et qui a été arrêté. Donc la loi doit s'appliquer. Voilà, la loi doit s'appliquer et toujours être vigilant aussi sur la préservation de la liberté d'expression. Tout à fait. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons proposé, je le redis et c'est très clair, nous avons proposé d'abroger le délit d'apologie du terrorisme et de le réinsérer dans le droit de la presse, puisque c'est un droit complexe mais qui forme un ensemble général et qui permet à la fois de préserver la liberté d'expression mais également de rappeler qu'en République on ne peut pas absolument tout dire, qu'il y a une loi qui est là et que précisément la mise en cause des institutions républicaines, la mise en cause de la sécurité et de la sûreté générale au sens où nous vivons bien toutes et tous ensemble et que nous devons nous garantir entre nous une vie pacifique, et cette mise en cause doit aussi être sanctionnée. Mais c'est bien l'équilibre qui est trouvé par le droit de la presse davantage que par des évolutions plus récentes du droit. Ça a été mal perçu d'ailleurs votre proposition dans les rangs de l'Assemblée en particulier. Bien, toujours, il se trouve toujours des personnes pour faire abattre sur nous des polémiques tout de même absurdes en général, infondées, et qui ne renvoient pas à l'objet et au sens de ce que nous proposons. Et je le redis, un principe clair, face au terrorisme, les démocraties doivent répondre par la défense ferme des libertés. Car si nous ne répondons pas par la défense ferme des libertés, alors ce sont eux qui ont gagné. Parce que lorsque le terrorisme islamiste notamment frappe, il frappe contre les libertés. Lorsque le terrorisme d'extrême droite frappe, il frappe contre les libertés. Et en l'espèce et à chaque fois, il nous faut défendre la démocratie pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un espace commun qui permet que nous puissions échanger à la fois pacifiquement et que nous puissions décider de notre destinée ensemble. Et donc, c'est pour ça que nous pouvons aussi regarder avec beaucoup quand même
méfiance et un regard critique, précisément en démocratie, les différentes formes d'institutionnalisation de l'état d'urgence qui se sont données à voir ces dernières années. Car en eux-mêmes, ils font peser une menace sur la démocratie. Là aussi, il faut être vigilant. Tout à fait. Toute autre chose, il y a eu quelque chose qui était tout à fait indépendant de la chose politique, c'est cet ouragan qui a touché Mayotte en décembre et qui a laissé une île sinistrée. On en parle beaucoup de Mayotte en ce moment, en particulier avec la visite de Madame Le Pen sur place, mais François largement médiatisé. Largement médiatisé. Oui. François Bayrou y est allé également. On a vu le président de la République aller rencontrer les Mahorais qui sont très en colère aujourd'hui. Qui ne comprennent pas pourquoi on les laisse un petit peu de côté, même si l'électricité revient progressivement, si l'eau revient progressivement. Est-ce qu'on a oublié Mayotte? Est-ce qu'on a oublié plus largement les Outre-mer? Eh bien, alors, il est clair que le problème là que affronte Mayotte est un problème plus général sur les Outre-mer, mais qu'il est aussi très particulier et très politique, à deux titres. D'abord, l'ouragan qui intervient, semble-t-il, est lié au changement climatique. Et le changement climatique est produit par la continuation du même système aujourd'hui de production, et il est même amplifié par le système capitaliste et sa continuation. Donc c'est une chose politique. La multiplication des événements extrêmes, des événements climatiques extrêmes, a une dimension politique. Et deuxième élément, eh bien, on est plus ou moins prêt à faire face à un ouragan. Et à Mayotte, autant vous dire qu'on n'était pas prêt du tout. Qu'il y avait, avant même que l'ouragan frappe, 40% des habitats qui étaient précaires. Un Mahorais sur 3 qui n'avait pas accès à l'eau potable. Cela fait des années, nous le disons. Cela fait des années, y compris notre présidente Mathilde Panot alerte sur la question de l'eau dans les Outre-mer, mais également les députés réunionnais, Jean-Hugues Rannon, martiniquais, Jean-Philippe Nilor. Je veux dire, dans notre groupe, nous avons une attention très particulière à cette question. Et voici des années, nous disons, l'eau est un droit commun en République pour tous, mais il doit, son accès doit être absolument garanti, y compris dans les Outre-mer. C'est un département français, Mayotte. Mais tout à fait. Et d'ailleurs, il faut tout de même insister sur la dimension matérielle du problème, c'est-à-dire que il faut apporter là secours immédiatement, il faut construire des logements salubres, il faut garantir l'accès à l'eau. Bref, cela c'est la dimension matérielle du problème. Mais il y a également une dimension symbolique. Lorsque vous voyez Emmanuel Macron arriver et dire vous seriez 100 000 fois plus dans la merde si nous n'étions pas en France. Excusez-moi d'être vulgaire, c'est le président lui-même qui parle comme ça. Et ça ne me fait pas plaisir que le président de la République parle de cette façon. Mais il le fait. Et il le fait à la manière d'une sorte de colon, débarquant ainsi, en disant, ne vous plaignez pas, alors que les gens ont soif, alors que les gens n'avaient pas les ressources nécessaires, n'avaient pas la nourriture, et il le partageait, il le disait. Et ensuite, l'ancienne première ministre Elisabeth Borne, pareil, interpellée, elle dit, oui, ok, allez, salut. Mais il faut du respect. La République, c'est le respect. Les représentants doivent le respect au peuple. Et le gouvernement doit le respect, surtout lorsqu'il est aussi minoritaire que le gouvernement actuel. Et d'ailleurs, il sera probablement censuré. C'est une autre question. Mais il faut qu'il respecte et les Mahorais et l'ensemble de la communauté politique. C'est une séquence déplorable, cette séquence d'Elisabeth Borne qui tourne le dos à l'interpellation finalement de deux professeurs des écoles qui expliquent que la situation, elle s'en est défendue chez nos confrères de BFM en disant oui, j'avais un timing serré, etc. L'image est déplorable pour la République française selon vous? Oui, et puis je crois que, comme je dis, il y a une dimension matérielle, politique, un débat qui a à avoir et à Mayotte et en France sur comment et en France métropolitaine, je veux dire, sur comment on sort de cette situation, comment on y arrive à long terme. Je veux dire, ça c'est une chose, mais il y a aussi dans l'immédiat faire preuve quand même de l'attention nécessaire, de la solidarité la plus immédiate avec les Mahorais, avec nos compatriotes mahorais. Il y a eu un manque d'organisation du gouvernement, il y a eu une forme de flottement. On a vu d'ailleurs, première polémique, le tout nouveau Premier ministre François Bayrou qui s'est exprimé de peau. Voilà, la séquence était mal ficelée, comme l'on dit. Oui, là, alors ça, tout le monde s'en est rendu compte. C'était assez catastrophique et relativement, d'ailleurs, inexplicable que le Premier ministre, pour l'un de ses premiers gestes politiques, décide de signifier quand même une forme de mépris, et ceci doublement.
Parce que à l'Assemblée nationale, où je siégeais à ce moment-là lors des questions au Premier ministre, il a tout de même dit que le président de la République et le Premier ministre ne pouvaient pas être tous deux en dehors du territoire national. Mais Mayotte est en France, vous l'avez rappelé, c'est un département français. Donc le Premier ministre ne peut pas s'exprimer comme ça, surtout pas après être allé à Pau en disant oui, mon conseil municipal est important. Mais la vérité, c'est que François Bayrou va à Pau parce qu'il sait qu'il est Premier ministre pour très peu de temps. Il va à Pau parce qu'il prépare sa prochaine élection municipale. Il va à Pau parce que finalement, son petit séjour à Matignon n'est qu'un séjour de plaisance. Et qu'il le sait lui-même. Il est probable que le gouvernement Bayrou soit encore plus court que le gouvernement Barnier. Comment voulez-vous qu'il en soit autrement? Alors vous me tendez la perche, si j'ose dire, pour parler de la possible motion de censure qui pourrait intervenir le 16 janvier. En tout cas, c'est ce qu'on entend dans les rangs de LFI, plus largement du Nouveau Front Populaire. Là aussi, motion de censure qui pourrait être suivie peut-être par le Rassemblement National, ce qui fait que le gouvernement tomberait à nouveau. Oui, et ce qui est certain, c'est que François Bayrou l'a dit lui-même. Il a dit « Je ne vais pas demander la confiance, et puisque je ne demande pas la confiance, le vote qui décidera de qui soutient ou de qui ne soutient pas le gouvernement sera celui de la motion de censure. » Le Premier ministre lui-même l'a dit. Donc ensuite, le choix va être laissé à l'ensemble des groupes parlementaires pour déterminer où ils se situent. Mais enfin, les politiques qui ont été battues sèchement dans les urnes en juin et en juillet dernier sont celles menées par le macronisme de l'offre, la politique libérale, la politique qui visait soi-disant ruissellement, mais qui n'a fait qu'enrichir les plus riches en appauvrissant les services publics et les plus pauvres de ce pays. Donc cette politique-là, elle a été battue. Et là, ils nous font un gouvernement où vous avez Manuel Valls, quand même, traître à sa parole parmi les traîtres à sa parole. Je veux dire, c'est presque une réputation nationale qui s'est fait sur le sujet. Vous avez vous avez dit Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui lui parle comme l'extrême droite. Vous avez François Bayrou. Alors lui, on le retrouve. C'est un peu retour vers le futur. Moi, j'ai l'impression, j'ai suivi un peu la politique quand j'étais petit au collège. François Bayrou, Premier ministre, c'est amusant. Vous avez, qui ils ont mis d'autres? Bruno Retailleau Bruno Retailleau, c'est l'intérieur. Et puis Gérald Darmanin. Et voilà, donc vous avez et Elisabeth Borne, voilà. Alors elle a fait passer en force la réforme des retraites. Donc vous avez quand même des gens qui sont héritiers et comptables des politiques qui ont été menées ces dernières années. Vous avez donc Valls, Borne, Darmanin, Retailleau, Bayrou, je veux dire, on a l'impression que c'est le club des perdants, le club de ceux qui ont été défaits et dont les politiques posent problème. C'est quand même ça le fond de l'affaire. Elisabeth Borne, elle a fait passer en force la réforme des retraites à 64 ans. Personne n'est d'accord avec ça dans ce pays. Qu'est-ce qu'elle fait dans le gouvernement? Avec une demande, on l'a souvent dit sur cette antenne, une demande sociale importante de la part des Françaises, des Français, une envie de tourner la page, également du président de la République, d'Emmanuel Macron. Est-ce que demain, vous pouvez appeler, vous l'avez déjà fait au niveau de LFI, à la démission au départ de président de la République? Est-ce que finalement c'est lui le problème? Eh bien, il est clair que dans la situation actuelle, le président de la République est le principal obstacle à la réalisation de la souveraineté populaire et à l'accomplissement de la démocratie dans ce pays. Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée en consultant à moitié les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale alors qu'il en a l'obligation. Il a ensuite refusé de reconnaître le résultat du scrutin. Il s'exprime de façon de plus en plus désastreuse à l'international, disant des Haïtiens qu'ils sont des cons. Carrément, disant pas plus tard qu'hier que finalement les pays du Sahel feraient bien de nous remercier au lieu de remettre en cause des partenariats de défense, ce qui a suscité une réaction très ferme du président sénégalais, qui est le président sénégalais, qui a rappelé que les tirailleurs sénégalais, qui ensuite n'ont pas été payés, pour une partie d'entre eux ont été massacrés même en revenant lorsqu'ils demandaient leur solde, ces tirailleurs sénégalais avaient contribué à faire de la France qu'elle ne soit pas allemande. C'est ce que dit le président sénégalais. Et c'est Emmanuel Macron qui prête le flanc à cela. Emmanuel Macron a une responsabilité directe dans le non-respect de la démocratie aujourd'hui et l'abaissement de la France à l'international. Il doit donc partir. Et en général, c'est le système même
qui place autant de pouvoir à l'Élysée qui doit être changé, qui doit être transformé. C'est le temps de la 6e République qui est venu. Alors décidément, vous me donnerez toutes les transitions ce matin, Pierre-Yves Cadalin, puisque j'allais précisément vous poser la question de ce projet qui est porté depuis longtemps par la France insoumise d'assemblée constituante et d'un passage à la 6e République. On tourne la page finalement de la 5e République. La 5e République qui était taillée par le général de Gaulle a fait son temps finalement. Oui, alors elle a plus que fait son temps d'une certaine façon, car on voit bien ces dernières années qu'il y a eu une succession de mouvements importants dans le pays. Les Gilets jaunes, le mouvement pour le climat, le mouvement contre la réforme des retraites, et qu'aucun d'entre eux n'a été entendu par le pouvoir. Aucun d'entre eux, et pas le moins du monde, pas la moindre concession. Et donc, cela suppose qu'il y a un lourd problème institutionnel, y compris jusque dans les résultats qui ne sont pas respectés des élections législatives de juillet dernier, parce que c'est Bernard Arnault lui-même, la presse en a fait l'écho, qui a appelé Emmanuel Macron en disant « Surtout ne nomme pas la gauche ». Pourquoi ? Parce que Bernard Arnault ne veut pas partager et ne veut pas donner le moindre euro de plus en impôts. Et donc il protège son pouvoir. Mais ce n'est pas normal qu'il puisse le faire par un simple coup de fil au président de la République. Et cela s'est rendu possible par la 5e République. Pierre Mendès France le disait déjà. Tout le pouvoir à l'Élysée et l'Élysée en relation avec tous les grands groupes d'intérêt privé. Eh bien, il faut mettre fin à cela, c'est-à-dire il faut mettre fin à la 5e République, que Macron s'en aille et que le pouvoir de l'argent soit réduit très largement et qu'on sépare enfin l'argent de l'État. Avec là aussi beaucoup de choses. Si on change les règles institutionnelles, on est là aujourd'hui dans une grande incertitude institutionnelle, dans un contexte difficile politiquement parlant. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Faut que Emmanuel Macron parte, qu'on convoque d'autres élections, qu'on reparte d'une page blanche finalement ? Oui, moi je pense que c'est aussi la solution de la stabilité qui peut se poser de cette façon-là. C'est la solution de la stabilité. Première étape. Macron s'en va. Enfin, première étape, Bayrou est censuré. Parce que c'est la logique démocratique qui veut que la censure soit effective. Bayrou est censuré. Macron n'aura d'autre choix que de s'en aller. Des élections présidentielles seront alors convoquées de façon anticipée. C'est ce que prévoit la Constitution. Et dans cette élection présidentielle, il y a tout lieu de penser qu'il y aura un candidat qui portera fortement l'idée de la 6e République. C'est donc la solution pour qu'à ce moment-là, on arrive à passer par une assemblée constituante, à la fois à une démocratie parlementaire plus forte, mais aussi à une démocratie d'intervention citoyenne. Le référendum d'initiative citoyenne, c'était une grande revendication des Gilets jaunes. C'est à portée de main. Nous n'avons jamais été aussi proches de la 6e République. Nous sommes en janvier, aussi bien en juin, et nous aurons des élections dans la nouvelle configuration. Qui sait ce qui peut se passer? Une élection de l'Assemblée constituante, parce qu'après, il faut quand même l'écrire, la Constitution. Voilà, l'avenir nous le dira. Mais néanmoins, on entend des voix à gauche, je pense à celle de François Hollande, qui dit non, il faut que le président de la République aille jusqu'au bout de son mandat. Faut pas rajouter du chaos au chaos, en gros, c'est un petit peu ça. Du côté de Rassemblement National, c'est pareil. On est assez prudent sur la question. Et finalement, si Emmanuel Macron veut pas partir. Bien, si Emmanuel Macron continue de refuser le résultat des urnes, s'il continue de refuser le résultat de l'élection et de juin-juillet dernier, s'il s'obstine, il y aura nécessairement dans le pays un mouvement social d'ampleur pour faire respecter le programme qui a gagné. Et ne serait-ce que pour cela, abroger la réforme des retraites qui passe l'âge de 62 à 64 ans. C'est une revendication qui est majoritaire dans le pays, majoritaire à l'Assemblée nationale, et pour autant, depuis juillet, nous n'avons pas réussi à l'abroger encore. Parce que les macronistes, je le rappelle, ont fait une obstruction terrible lors de notre journée de niche parlementaire. Moi, je me rappelle, et je peux vous dire, c'est quelque chose qui parfois coûte quand on est représentant aussi de la nation, et qu'on se dit, on va y arriver, et que toute la matinée, c'était sans cesse le mépris de classe. En disant, quand même, on peut travailler jusqu'à 64 ans. Mais moi, je pensais aux ouvriers de l'agroalimentaire que j'ai croisés et rencontrés lors de nombreuses campagnes électorales. Je me disais, mais comment ces gens-là peuvent-ils tenir pareil discours alors qu'à mon âge, j'ai 32 ans, à mon âge, il y en a déjà, et d'ailleurs quasiment la plupart, qui portent les ceintures lombaires pour parce que leur dos est déjà cassé. C'est insupportable comme mépris de classe. Vous voyez, le mépris
que le président a témoigné face à Mayotte. Ce même mépris, il le témoigne face aux chômeurs, face aux ouvriers, face à tous ceux qui, dans ce pays, face à tous les soignants, les profs, tous ceux qui tiennent le pays finalement, il les méprise. Et il y en a ras-le-bol de se faire mépriser comme ça. Il y en a ras-le-bol. Et donc, il faut que la démocratie soit respectée. Il faut qu'il s'en aille. Et je ne comprends pas d'ailleurs très bien la position de François Hollande qui dit non, n'ajoutons pas le chaos au chaos. Parce que là, c'est l'ordre. Mais de quel ordre parle-t-on? Il n'y a aucune espèce d'ordre en ce moment. C'est le chaos, justement, jeté sur les services publics, le pillage de l'État. Et c'est à cela qu'il faut mettre fin. Je ne comprends pas quels intérêts à ce moment-là défend François Hollande. Quant au Rassemblement national, je ne comprends pas non plus ce qu'il fait parce que, après tout, cette position qu'il tient depuis septembre est absolument pas claire. Je veux quand même rappeler que le gouvernement Barnier a duré 3 mois par la bonne grâce du Rassemblement national. Et que là, maintenant, ils sont là, oui, on censure pas. Mais à un moment donné, il faut quand même que la position soit compréhensible par les uns et les autres. Que défend le Rassemblement national ? Eh bien, depuis l'élection, on dirait bien qu'il a choisi de défendre et Macron et le parti de l'argent. Ceci dit, Marine Le Pen s'est exprimée hier à Mayotte. Elle a laissé entendre que une censure était possible. Oui, zéro proposition sur Mayotte. Zéro. Son déplacement est couvert largement par tout le monde, tous les médias la suivent. J'ai même entendu dire la principale opposante d'Emmanuel Macron. Ah bon ? Pourquoi la principale opposante d'Emmanuel Macron, qui a gagné les dernières élections législatives? C'est la gauche. Pourquoi est-ce Marine Le Pen la principale opposante d'Emmanuel Macron? Je ne suis pas d'accord avec cela. Et si jamais elle l'était, eh bien qu'elle propose quelque chose. Là, elle n'a rien proposé. Nous avons un plan pour les Outre-mer qui est disponible, qui a été déjà déposé à l'Assemblée nationale, et un plan d'urgence pour Mayotte. Et d'ailleurs, je pense qu'une visite de plusieurs de nos parlementaires sera prévue, est en train d'être prévue, et je n'ose pas imaginer qu'elle ne soit pas aussi couverte que celle de Marine Le Pen. En tout cas, nous, on couvrira toutes les sensibilités politiques qui s'expriment autour du sujet de Mayotte. Il y a aussi la colère des agriculteurs ici. En France, les tracteurs sont à nouveau proches de Paris, et un contexte social qui est assez dégradé. On pense à la fermeture d'usines et de sites industriels. Alors, en Bretagne, on est particulièrement touché. On pense à la fonderie de Bretagne, mais un peu plus largement en France. Ce contexte social peut conduire à une forme d'explosion quelque part. Vous faisiez référence tout à l'heure aux Gilets jaunes. On peut imaginer un retour de la colère sociale aujourd'hui. De la colère, il y en a nécessairement à la fonderie de Bretagne. Si je peux en dire un mot. Je suis allé là-bas soutenir avec Damien Girard, qui est député de Lorient du Nouveau Front Populaire également. Je suis allé soutenir les ouvriers et l'entreprise. C'est invraisemblable. L'entreprise a réussi et est parvenue à se diversifier à tel point que désormais il y a des contrats qui sont prévus avec John Deere, avec Thales, etc. Et c'est Renault qui refuse d'honorer ses engagements pour une poignée de millions. Mais Renault, est-ce qu'on se rappelle toutes et tous que Renault a touché pour plus de 5 milliards de prêts garantis par l'État pendant le Covid? Donc Renault a des obligations. L'État est actionnaire de Renault. Renault doit honorer ses engagements et permettre à cet outil industriel stratégique pour la France, c'est la principale fonderie en France, de continuer d'être pérenne et d'exister. Il s'agit de 350 emplois, et par ailleurs juste à côté de Michelin, où là il y a 300 emplois qui sont sur le carreau, avec Michelin qui pour autant continue à verser plus d'1 milliard d'euros de dividendes aux actionnaires. Moi c'est très clair. Les entreprises qui ont touché des aides publiques et les entreprises qui continuent à verser des dividendes aux actionnaires, elles ne doivent pas pouvoir licencier. Point final. Voilà la proposition que nous faisons et que nous allons faire à l'Assemblée nationale. Il faut interdire les licenciements pour les entreprises qui reçoivent et ont reçu des aides publiques massives, et pour les entreprises qui continuent à verser des dividendes en grosse quantité aux actionnaires. Ça suffit. Auchan, c'est pareil. Et puis on pourrait faire une liste, parce qu'il y en a 141 des plans de licenciement prévus. Et il y a aussi tous ces licenciements qu'on ne voit pas, un peu à bas bruit, si vous voulez, dans toutes les petites entreprises. Et les très petites entreprises, parfois dans le pays, il y en a plein qui ferment. Et le problème, c'est que tout ça, c'est quand même issu d'une politique économique qui
est un échec total. C'est-à-dire la politique de l'offre qui est fondée sur la réduction des dépenses publiques, qui fait baisser l'activité et qui en plus ne nous permet pas de répondre en termes d'infrastructure et de projection dans le temps aux défis qui sont les nôtres, notamment le défi écologique. On a entendu les ouvriers de la fonderie de Bretagne, en tout cas par la voix de leurs représentants syndicaux, demander une intervention d'Emmanuel Macron, du président de la République, directement. Intervention qui pour l'instant n'a pas eu lieu. Vous étonnez du silence du gouvernement, du président de la République? Moi-même, je suis signataire de ce courrier, effectivement, avec le président de la région Bretagne, le président de Lorient Adelot, les syndicats de l'entreprise, le patron de la boîte. Donc, on a signé ça quand même à beaucoup. Il faut qu'ils prennent la mesure de ce qui se passe. Alors, est-ce que je suis étonné du fait qu'il n'ait pas encore répondu? Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron n'a pas beaucoup de passion, semble-t-il, pour les sujets industriels dans ce pays. Cela étant, cet outil est majeur, donc je me permets de rappeler ce matin à quel point il est important de le défendre, de défendre aussi les ouvriers. Vous parliez des syndicats de l'entreprise, ces syndicats qui ont tout de même à plusieurs reprises, j'en parlais avec la CGT de la Fonderie de Bretagne, sauvé la boîte. C'est arrivé dans les années 80, dans les années 2000 et lors c'était au niveau du Covid vers 2020 là. Ils ont aussi réussi à sauver la boîte. Donc, ils ont une grande tradition de combativité, de lutte, de détermination. Donc, je veux leur envoyer aussi un salut fraternel et solidaire. Alors aujourd'hui, et on terminera là-dessus, il nous reste deux, trois petites minutes, mais j'avais envie de vous entendre aussi sur la géopolitique. Vous faisiez référence tout à l'heure. Alors on a parlé de Mayotte longuement, mais plus largement aussi de ce qui était la France à l'étranger. On a entendu la polémique entre le président de la République et certains pays arabes, certains pays africains, pardon. On pense au Tchad en particulier avec le départ des militaires français. Il y a une géopolitique qui bouge aujourd'hui. Elle va bouger aussi aux États-Unis. Avec l'arrivée de Donald Trump et un certain Elon Musk qui s'initie beaucoup, en tout cas il s'intéresse beaucoup aux pays européens. Est-ce que là aussi il va falloir, c'est un petit peu le début du propos que nous avions ensemble, avoir une forme de vigilance sur ce qui peut se passer autour de nous dans un monde en grand changement? Oui, et de la lucidité, il me semble aussi. Cela fait des années qu'avec la France insoumise, nous disons que la France doit porter une voix singulière et renouer avec sa tradition d'indépendance au niveau de la ligne diplomatique qu'elle défend. C'est-à-dire défense des Nations Unies et du multilatéralisme et non-alignement sur quelque empire que ce soit. Aucun empire ne saurait guider les intérêts de la France, États-Unis compris. Et là, nous nous rendons compte. Je vais être provoquant, c'est très gaulien, ça. Mais tout à fait, non, mais je pense que ça s'inscrit également dans une forme de tradition. Et vous aurez remarqué que ces derniers mois, les prises de position de Jean-Luc Mélenchon et de Dominique de Villepin, en tout cas sur certains sujets, et je pense par exemple au génocide en cours à Gaza, ont été d'une clarté et ont été au niveau où beaucoup de peuples dans le monde attendent la parole de la France. Précisément, la défense des droits, le refus du deux poids deux mesures, le fait que la France doit se porter du côté de ces principes universalistes qu'elle a portés et qu'elle continue normalement à défendre. Donc ça c'est important. Et puis la lucidité sur ce que sont les États-Unis. Je veux dire, les États-Unis, cela fait bien longtemps qu'ils ne considèrent pas l'Europe comme un ensemble d'alliés avec lesquels ce serait sympa de faire un bon repas. C'est pas la question pour eux. Les États-Unis ne connaissent qu'une seule chose, leur intérêt. Et cela fait des années, ça a commencé même sous Obama, que les États-Unis réorientent l'ensemble de leur stratégie internationale, militaire, diplomatique, commerciale vers l'Asie. L'Europe, et je veux bien qu'on m'entende sur ce point, l'Europe n'existe plus pour les États-Unis d'Amérique. Nous, on a l'impression toujours d'être un peu le centre du monde. Eux, ils s'en fichent. Et donc, je pense que c'est très important quand même à comprendre. Et peut-être que le fait que Trump gagne fait prendre conscience à davantage de monde que les États-Unis se comportent ainsi. Parce que Elon Musk, à mon avis, qui est quelqu'un d'extrême droite, qui est quelqu'un de gravement problématique pour la démocratie, mais Elon Musk dit, à mon avis, tout haut ce que pensent bon nombre de responsables américains depuis fort longtemps, tout bas. Enfin, états-uniens. Parce que l'Amérique est grande.
L'Amérique est grande et on va suivre évidemment. Je pense à nos camarades d'Amérique du Sud. Voilà, alors vous reviendrez parce que je pense qu'il faudra en reparler. Pierre-Yves Cadalin, député LFI NFP de la 2e circonscription du Finistère, était avec nous ce matin. Merci infiniment d'avoir été au micro de la matinale en direct et d'être venu de Brest pour être avec nous. Merci infiniment, très belle journée. Merci, au revoir. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.